Salut et bienvenue sur Anacaland pour la review du très attendu Alien Romulus, et également très attendu au tournant par les fans. Une peur justifiée avec Disney qui nous a plus habitués à faire de la merde depuis tous les rachats, mais qui s'avère finalement une bonne expérience. Ce nouveau film de Fede Alvarez est brillamment réalisé, avec un très grand soin et un véritable respect pour la franchise, même si clairement les rageux, les détenteurs de la sacro-sainte vérité de ce qui est canon ou de ce qui ne l'est pas, ainsi que les fanboys du xénomorphe vont assurément pas être d'accord. Et tant mieux pour eux. Car bien que ce film ne semble pas prendre trop de risques concernant le lore global de la franchise, tout en faisant peut-être trop de références appuyées au premier film de 1979, il se permet malgré tout certaines fantaisies qui étaient les bienvenues. Évidemment, le retour de Ridley Scott aux commandes de la production se sent bien et ça fait plaisir. L'une de mes craintes était le total retcon des opus précédents, dont j'ai tenté de défendre les apports au lore ainsi que la technique graphique dans une vidéo la semaine dernière, mais de manière certes un peu maladroite apparemment. Je dis maladroitement car alors que beaucoup d'entre vous ont bien compris où je voulais en venir, il y a quand même quelques rageux, ou appelez-les les puristes si vous préférez, qui n'y ont vu qu'un moyen de défendre aveuglément la qualité d'écriture de Prometheus et Covenant, ce qui n'était clairement pas le cas, vu que j'en pointe notamment les nombreuses faiblesses. Mais ça, c'est de ma faute, entre les réécritures, le charcutage et les omissions, car je pensais que ce qui était implicite n'avait pas besoin d'être répété, mais apparemment sur internet, l'implicite n'existe pas. Soit on dit une chose, soit on ne la dit pas, et si on ne la dit pas, c'est qu'on ne le sait pas. Donc maintenant je suis au courant, et mea culpa. Mais bref, passons donc à Alien Romulus qui fait bel et bien un lien avec ces deux films, ne serait-ce qu'au niveau du sound design avec cette merveilleuse alarme, ainsi que d'autres choses dont je vous parle évidemment plus tard dans la vidéo. Ici, je vais commencer par un avis le plus détaillé possible, et après on va pouvoir étudier plus en détail certains aspects du lore qui seront assurément au cœur des débats autour de ce film. Évidemment, cette vidéo va spoiler à tout va, comme à mon habitude, donc vous êtes prévenus. J'espère que vous avez vu le film avant de voir cette vidéo. Et comme toujours, avant de se lancer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout commenter la vidéo avec votre avis sur ce nouveau film. Et c'est parti. Alien Romulus a donc réussi à éviter bon nombre d'écueils avec la reprise de cette franchise culte, surtout sous l'égide de Disney. Il a réussi à nous offrir un excellent spectacle avec une ambiance extrêmement claustrophobe dans la droite ligne du premier opus de Scott, avec même des emprunts évidents au film Aliens de Cameron, notamment dans certains éléments comme l'espèce de ruche que l'on découvre en deuxième partie du film. Fede Alvarez a ramené cette ambiance étriquée et sombre des origines de la franchise, tout en y ajoutant sa patte horrifique bien moite et dégoulinante. On a notamment un retour aux sources avec presque le design original du xénomorphe dessiné par Giger et son crâne à rallonge très phallique. De même que les nombreux assauts de facehugger qui deviennent presque inutilement graphiques, avec leurs tentacules en mode gorge profonde à vomir. On le savait, pas besoin de nous traumatiser avec ça. Je plaisante évidemment pour ceux qui n'avaient pas compris, car c'était finalement un ajout plutôt bienvenu. Certes, à l'époque de la bande-annonce, j'avais peur que ça soit juste là pour en faire toujours plus et que ça enlève un peu trop de la magie. Mais en vrai, ça a du sens étant donné que ce film est probablement celui qui est le plus explicite sur les thématiques sexuelles des aliens. De plus, Fede Alvarez avait exprimé le fait qu'il souhaitait que son film devienne aussi culte pour le jeune public, qui commencerait par celui-ci, que pour nous qui avions été traumatisés par le premier volet. Et je pense clairement qu'il y a moyen que ça soit le cas. Déjà car le film est un bon point d'entrée dans la saga, pour un nouveau spectateur, car il ne demande pas forcément de maîtriser les films précédents pour pouvoir se laisser prendre au jeu. Certes, certaines références comme celle du Nostromo vous passeront au-dessus, mais dans le fond, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, à ce propos, en sortant du film, je me suis même demandé si un classement moins de 12 ans était suffisant pour un tel film. C'est vrai qu'en France, les classements sont souvent moins élevés qu'outre-Atlantique, car on est moins des chochottes, mais là, moins de 12, ça me semble presque limite. Entre les divers aliens bien dégueux et le côté gore, ainsi que les références sexuelles plus qu'évidentes, et même le coup de l'accouchement à la fin, clairement, il y a des gamins qui vont mal dormir après ce film. Et peut-être même que ça va en dissuader de faire des gosses. Sinon, au niveau personnages et leurs histoires, on est sur un récit plutôt cohérent et qui se tient, avec même un petit quelque chose de militant et de politique dans le fond au tout début. Car, en effet, ces jeunes quittent un monde complètement merdique dans lequel ils n'ont aucun avenir pour partir à la recherche d'une meilleure vie. Les pauvres, ils n'ont même jamais vu le soleil. Et là, on retrouve donc un ancien thème de la franchise, en bien plus concret, surtout au tout début du film. La Weyland Yutani utilise ses employés comme du bétail interchangeable et sans valeur. On est même clairement sur de l'esclavage. Et en plus, elle les arnaque sur leur engagement. Chose qu'on voit au tout début quand le personnage de Rain tente de se faire libérer de son service car elle a accompli son quota, mais que, comme par hasard, au même moment, le quota change. De vrais fils de xénomorphes. Un sujet social qui était donc passé au second plan dans les films récents, pour laisser place à un propos plus philosophique. Et c'est vraiment sympa de revenir aux sources même sur ce point.
Surtout dans le monde d'aujourd'hui où ce genre de questionnement est plus pertinent que la question de l'origine de la vie, car les temps ont changé. Et donc un personnage féminin, Reign, qui est évidemment le meilleur du film. Pas seulement car elle est incarnée par cette jeune actrice que j'avais déjà trouvée excellente dans Civil War en début d'année, mais surtout car comme dans tous les films Alien, c'est la femme centrale qui est la mieux définie et caractérisée, et surtout la seule à avoir vraiment de bonnes idées, et par conséquent la seule à s'en sortir à la fin. C'est presque un schéma obligatoire. Elle est la seule à penser à utiliser la gravité par exemple, ou le chauffage pour s'en sortir, là où les autres n'envisagent aucune solution un peu originale tout au long du film. Mais perso, ça ne me dérange pas car comme je l'ai dit, c'est presque au fondement de la franchise. Ripley, à son époque, était la seule à hurler qu'il ne fallait pas laisser entrer celui qui était infecté, ou qui ne se souciait pas seulement du fric et des règles mais de la survie de tout le groupe. C'était également la seule femme à ne pas virer hystérique quand ça tournait mal, ou même dans les suites, la seule à ne pas foncer dans le tas, ou encore à élaborer de vraies stratégies. Et pareil, ensuite avec Shaw ou Daniels, même si là, certes, c'est encore plus flag, car elles étaient entourées de scientifiques qui étaient jamais sortis de leur labo, ou de colons, tout juste bons à construire des cabanes sur une nouvelle planète et qui pensaient naïvement avoir trouvé mieux. Donc c'était pas vraiment compliqué pour elles. Et même là, avec cette bande de jeunes, leurs mauvaises décisions ou leur manque de jugement sont justifiés par leur jeune âge et leur inexpérience. Ce sont des gamins sans entraînement spécifique, ce qui était d'ailleurs le principe du film. Comme dit dans ma vidéo précédente, ils voulaient faire un film avec des jeunes livrés à eux-mêmes au milieu de cette horreur. L'idée de départ était même de se concentrer sur de jeunes colons de LV-426, donc juste avant les événements de Aliens. Mais là, au final, c'est clairement mieux d'avoir éloigné l'intrigue. En plus, avoir localisé le récit dans une autre partie de l'espace réduit les risques d'incohérence, et offre plus de possibilités pour d'éventuelles suites. Mais ça, on en reparle juste un peu plus loin. Donc un personnage de Reign vraiment bien caractérisé, de même que son frère, l'androïde qui cristallise tous les quotas ESG, et dont la relation avec sa sœur est vraiment centrale au récit. Et pour le coup, ça marche pas trop mal. Par contre, les autres camarades de leur équipage sont plutôt mal définis, et très monofonction. Ce qui n'empêche pas de les apprécier, mais tout de même c'est un peu léger. On a le jeune héros beau gosse, plein de courage et de volonté, la pilote qui sert à piloter, et qui est la seule aussi à se faire féconder, ou encore le casse-couille raciste qui est juste un casse-couille raciste, bon à prendre de mauvaises décisions égoïstes, et à s'en prendre aux gentils androïdes déficients intellectuels. Et c'est aussi le personnage dans ce film qui fait un foreshadowing de sa propre mort, quand il dit à tout va qu'il a le bide en vrac. À croire que ça pourrait devenir un gimmick récurrent dans les films aliens. Ou finalement la jeune fille enceinte, histoire d'avoir de la compassion pour elle, surtout quand on l'abandonne à son sort, qui devient finalement un élément très sympa du récit, mais uniquement pour ce qu'elle a dans le ventre, et pas pour sa personnalité, son humanité, ni même son utilité. C'est la demoiselle en détresse qu'on a oubliée dans le vaisseau pendant une bonne partie du film alors qu'elle faisait la sieste, et puis tout d'un coup on se rappelle qu'elle était là quand elle va se faire bouffer. Et on nous rappelle bien son état pour faire apparaître un enjeu, qui est tout de même factice, car dans le fond, on s'en fout un peu d'elle. En cela, c'est plutôt dommage ce côté perso-fonction ou mono-émotionnel, et parfois presque non émotionnel. Mais bon, on pourrait aussi dire qu'ils sont moins cons que dans la plupart des autres films, et ça, au final, ça suffira. Et puis dans le fond, on s'en fout des persos secondaires, car on sait d'avance qu'ils vont tous crever. Ce qu'on veut, c'est surtout voir comment ils vont crever. Et sinon, au niveau chronologie, car c'est tout de même important, le film se déroule en 2142, soit 20 ans après la destruction du Nostromo dans le 8e passager. Et alors que la Weyland Yutani a réussi à récupérer notre vieux copain Xénomorph, qui n'était pas mort, après son éjection dans l'espace par Ripley. Il s'est forgé une sorte de carapace, de cocon pour survivre au vide spatial. Décidément, ces créatures sont toujours aussi ingénieuses et presque invulnérables. De plus, pour ce qui est du lien entre les films et la cohérence de l'univers, n'est-ce pas un peu bizarre tout de même que la compagnie tente inlassablement de retrouver de l'ADN de Xénomorph dans Aliens et Alien 3, alors qu'ils ont eu un vaisseau plein de facehuggers qui les attendait sagement dans l'espace, et qu'ils auraient pu tout tenter pour aller en récupérer. Surtout que le coup de la station géante qui apparaît dans le ciel mais que seuls 2 gosses réussissent à détecter est un peu bancal. Et si les habitants de leur monde tout pourri ne sont que des sacrifiables, pourquoi ne pas en avoir envoyé 50, 100 ou même plus sur Romulus pour tenter de récupérer leur projet top secret? Car là, au final, c'est juste un coup de chance si les jeunes débarquent. Même si c'est vrai que ça aurait surtout eu pour effet de grossir les rangs des xénomorphes, mais au moins, ils auraient tenté un truc. Et tant que je suis sur le thème de la chance, plutôt je parlais de la presque immortalité des xénomorphes. Mais pas dans ce film, car 2-3 balles dans la tête semblent suffire, alors qu'avant, il semblait bien plus coriace, ou du moins un petit peu. Et surtout, à 10 contre une meuf se servant d'une arme pour la première fois. Après, oui, j'entends, ils ont introduit leur système de visée automatique, qui est une belle pirouette scénaristique, mais si ça existait en 2142, pourquoi ça n'existe plus en 2149, dans Aliens, ou encore pire, dans les suivants qui vont même jusqu'à 300 ans dans le futur? Et justement, à propos de technologie, il était par contre très sympa de voir aussi un retour aux sources en termes de technologie et surtout de design, avec ce côté rétro-futuriste digne des années 80, ce qui était un point négatif pour beaucoup dans les 2 derniers films.
Même si, là encore, ça pourrait se justifier par les cibles, les usagers de ces technologies. Les ouvriers sans intérêt de la Weyland n'ont pas droit au top du top de la tech. Là où Monsieur Weyland, lui, pouvait se permettre la pointe de la technologie à bord du Prometheus. Ou même les colons qui ont dû sortir un bon gros paquet de fric pour partir s'installer là où l'herbe était plus verte. Ou tout simplement là où il y avait encore de l'herbe. Une différence de génération de technologie que l'on voit directement dans ce film, alors que les stations Remus et Romulus n'ont rien à voir. C'est notamment écrit à un moment sur un écran. La première station, Remus, date de 2112, et l'autre, Romulus, de 2132, soit 20 ans d'écart. Mais bon, dans tous les cas, Alvarez a bien fait, ça évitera encore des critiques à ce sujet. Et surtout, ça colle très bien avec les très nombreuses références à Alien, premier du nom. Avec l'intro, évidemment, qui est autant du fanservice qu'un véritable trait d'union dans la franchise, mais aussi les nombreux éléments plus ou moins discrets, que je ne vais pas énumérer ici, mais allez-y, balancez vos easter eggs en commentaire, je suis même certain d'en avoir manqué. Et comme ça, je peux me concentrer sur le truc que j'ai justement le moins apprécié dans ce film. La présence de Ian Holm, malgré son décès en 2020, qui fait donc son retour sous les traits d'un nouvel androïde de la même série que Ash. Et surtout, alors que ses premières apparitions dans l'ombre ou de dos étaient largement suffisantes pour reconnaître ses oreilles notamment. Mais il a fallu qu'il nous le foute tout au long du film, en gros plan et surtout avec une CGI bien dégueulasse. J'étais notamment hyper curieux de voir le rendu du film, sachant que le réal n'était pas fan de CG, et donc de voir son utilisation d'animatronics, de costumes et autres, avec seulement des VFX pour polir tout ça et rendre le tout plus crédible et harmonieux. Sauf que là, cette 3D, ce face swap bien merdique, c'était dommage. Ça m'a un peu sorti du film pendant un instant. Mais bon, ce n'est qu'un détail, là aussi, de fanservice. Même si, je le redis, le simple fait d'avoir cru le reconnaître avant qu'on voit sa tête aurait été plus captivant et efficace. Surtout qu'ensuite, quand il passe son temps à leur donner des ordres ou instructions, ça aurait pu être simplement le job de Mother, comme dans tous les autres films. Car ici, elle est là aussi, mais elle ne dit jamais rien. Et j'aurais même adoré qu'elle joue justement son rôle de maman avec Andy, l'androïde, pour le convaincre de faire ce qu'il fait quand il est mis à jour. Ça aurait pu être une continuité sympa sur la thématique des androïdes dans la saga. Mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir. Car malgré tout, le changement ou les changements opérés chez Andy tout au long du film étaient vraiment intéressants eux aussi. On part d'un humain artificiel défectueux mais gentil à un énième androïde qui fait passer la compagnie avant les vies des humains, avec ici une vraie raison au fait qu'il les protège pendant un certain temps, car il a besoin d'eux. Et ensuite, il revient carrément en véritable héros de film d'action. Enfin, parlons un peu xénomorphes et autres trucs bien dégoulinants dans ce film. Tout d'abord, je pensais vraiment que ce film ne prendrait pas de risque avec le lore, ce qui est plus ou moins le cas sur une bonne partie du film. Et ce, jusqu'à son dernier acte, où là, clairement, ça va en énerver plus d'un. Sauf les fans d'Alien Resurrection qui, eux, auront kiffé, c'est sûr. Mais clairement, ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans cet opus, c'est que ce n'est presque plus le xénomorphe adulte, le vrai truc qui fait peur, mais les facehuggers qui sont passés à un tout autre niveau d'iconisation. Ils deviennent la vraie menace dans ce film. Et c'est plutôt génial, ça change un peu. Perso, ça a toujours été ce qui me faisait le plus flipper dans les films Alien, le côté emprise absolue sur soi, impossible d'en réchapper, avec en prime la menace du chestbuster qui est inévitable. Bref, l'horreur. Le réal a amené ça à son paroxysme, donnant une vraie place à ces petites bestioles, qui sont flippantes à souhait quand on les voit grouiller comme des insectes et sauter au visage de leurs victimes. Qui là, pour le coup, d'ailleurs s'en sortent tous vraiment bien. Ils ont tous un sacré score en esquive, et en chance. Mais avec cette scène excellente dans l'eau, on aurait pu imaginer que plusieurs auraient fini infectés. Sauf que non, et le pire c'est que celle qui se fait vraiment choper, ça se passe après. Mais bon, ça doit être car elle, c'est une faible femme qui ne peut pas se défendre. Alors que les autres mecs ont carrément réussi à les arracher de leur visage et de leur bouche. Mais pourquoi pas après tout, car il fallait bien qu'au moins un d'entre eux se fasse féconder. Sinon, c'était pas drôle. Et tant que je suis sur ce sujet, j'imagine que les détenteurs de la vérité alienesque vont râler ici, car le cycle de vie du chestbuster est trop rapide pour eux. Déjà, on peut remarquer que le facehugger pond très vite son embryon dans le bide de la meuf, et que, encore pire, une fois fait et qu'il le détache, il ne meurt même pas. Ce qui est tout de même étrange, mais surtout, ensuite, le chestbuster sort tout doucement de son corps après à peine quelques minutes. Là où précédemment, ça prenait des heures dans les deux cas. Et en plus, comme je l'ai dit, il sort tout doucement de sa poitrine. On a le temps de voir que ses petits bras sont bien déjà là, et il s'extirpe avec, là encore, un visuel très appuyé sur le côté phallique. De plus, là aussi, on nous rajoute encore une étape dans son processus de développement. Là, ce n'est plus seulement une question de mues successives qui en font un xénomorphe adulte, mais il passe par l'étape de l'utérus, de la vulve géante, l'espèce de cocon accroché au mur, duquel il sort de façon très imagée, là aussi. Et ici, entre cette fente dégoulinante et le dard qui en sort, j'ai vraiment eu des flashbacks de Starship Troopers, avec le cerveau géant suceur de cervelle. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez pensé à ça.
Donc j'imagine que les inconditionnels du xénomorphe des années 70-80 vont pleurer. Surtout qu'en plus, vous vous rendez compte, même les facehuggers ont changé de couleur. Ils sont noirs et non plus clairs comme avant. Sans oublier, comme je l'ai vaguement évoqué, que les xénomorphes ne sont plus vraiment badass ici. Ils se font fumer à coups de gun et tous en même temps, avec ensuite le coup de l'ascenseur qui était à la fois pas mal mais évident. Le tout pour continuer à faire monter la tension. Jusqu'à même ce fameux sauvetage un peu étrange de Rain par le xénomorphe. Pourquoi il fait ça ? Pour la féconder, probablement, mais alors pourquoi sort-il sa mâchoire devant sa face juste avant que le facehugger et Andy ne se ramènent? Et s'ils veulent vraiment se multiplier, et seulement se multiplier, plutôt que tuer aveuglément comme souvent auparavant, pourquoi avoir tué le beau gosse juste avant? Car il avait une arme et qu'ils ont peur? Depuis quand? Et justement, ça rejoint ce côté moins monolithique et tout puissant des xénomorphes dans ce film. C'est à la fois un peu dommage car ça casse le mythe, mais ça laisse une nouvelle place pour les autres créatures. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça cool. Mais sinon, heureusement, ils n'ont pas nié l'apport de Ridley Scott avec Prometheus notamment. La matière noire est bien présente, on la voit même en hologramme dans les jarres découvertes lors de Prometheus, et là, ils font encore plus fort qu'avec un lien direct avec David ou autre. Même si, au final, il n'y a que lui qui avait eu un aperçu de ces jarres. Donc, soit la Weyland Yutani a bien reçu ces divers messages envoyés à la fin de Prometheus et Covenant, soit ils ont fini par le rencontrer. Mais là, ça semble très improbable, sinon pourquoi avoir eu besoin d'aller chercher le xénomorphe du Nostromo? Et puis malgré cette image des jarres, la matière noire présente sur Romulus n'en provient pas, mais elle est le fruit du clonage du xénomorphe. On voit d'abord qu'ils ont imprimé en 3D des œufs pour en récupérer les facehuggers, puis ensuite ils ont rétro-ingénéré la matière noire à partir de leur sang. Indiquant donc que malgré l'évolution ultra rapide des organismes en contact avec cette boue visqueuse, sa forme de base est toujours là, presque comme une sorte de cellule souche pour les xénomorphes. Et donc, ici on a non seulement la présence de la matière noire, mais on a carrément une mention de la mission de Weyland à la fin de sa vie, ainsi que littéralement la référence à Prométhée avec son feu sacré. Source de la vie, de la modernité et du pouvoir de l'humanité. Mais pour ça, je vous renvoie à vos cours de philo du lycée, et qui ici devient officiellement le symbole de cette matière noire qui pourrait faire de l'humanité une véritable espèce dominante et apte à envahir l'espace. Sauf que là encore, si les conditions de vie sont autant un enjeu pour la compagnie, ce n'est pas pour le bien-être de ses habitants, mais plutôt pour leur permettre de travailler plus longtemps et dans des conditions bien pires. Plus besoin de terraformation pour envoyer des esclaves à travers la galaxie s'ils deviennent des mutants invulnérables. Ce qui, comme je le disais, fait encore écho à notre réalité actuelle. Et pourquoi pas, car au final cette compagnie représente le mal à l'état pur. Et surtout car le résultat de ce que fait Alvarez de cette matière noire est plutôt cool, même si vraiment dégueulasse, encore une fois. Là, pour le coup, c'était dur à voir. Après que Rook pousse la future maman à s'injecter la matière noire pour guérir, car soi-disant ça aurait marché sur les souris, sauf que paye la tronche de la souris après. Et donc là, on a le droit à un nouvel individu qui s'ajoute au lore. Une créature née d'un fœtus humain mis en contact avec la matière noire, prouvant là encore que l'évolution de la matière noire tend toujours vers le même genre de créature. Expliquant peut-être la présence des diacres chez les ingénieurs, puis du néomorphe et xénomorphe avec David. Et là, ce genre de newborn 2.0 dans ce film. Mais bref, donc un fœtus à la croissance boostée, et c'est peu dire, devenant un monstre vraiment malaisant car très humain. J'y ai presque vu une référence à Sinman, issu du folklore américain, avec bien sûr un lien évident avec le newborn d'Alien Résurrection. Sauf que lui, il est encore plus humain et plus dégueulasse que le fils de Ripley. Et donc encore pire dans le genre malsain, avec notamment son pistil qui lui jaillit de la bouche quand on le voit sucer la moelle de sa maman, ou s'en prendre à l'héroïne, et encore pire son espèce de cloaque très suspect entre ses jambes. Ce qui est presque trop sage pour Alvarez ici, j'aurais presque imaginé un phallus avec des épines, mais qui nous laisse quand même imaginer à quoi il pourrait bien servir. De plus, le move final avec le largage de la remorque tout en étant suspendu à un fil, et le tout sans mourir, était un peu excessif concernant Rain. Mais encore une fois, il faut en faire plus que précédemment, donc ça devient un peu too much par moment. Même si j'ai bien aimé quand le monstre se fait faire un peeling par le sable éjecté à grande vitesse du vaisseau. C'était encore plus dégueu, mais en même temps moins malaisant, vu que là, pour le coup, il ressemble vraiment à un monstre. Pour finir, j'ai trouvé que c'était une bonne idée que le film se conclue avec le départ de Rain et de la matière noire vers un autre monde, celui de Ivaga 3, car cette planète n'aurait aucun lien avec la Weyland Yutani. Donc il existe un possible futur pour ce film qui ne contredirait pas le reste de la franchise, vu que précédemment on était uniquement dans le spectre de la compagnie. Il est donc possible que cette matière noire fasse à nouveau des siennes dans un autre système sans que cela ne vienne jamais aux oreilles de la Weyland, et donc ne réécrive pas la franchise. Donc maintenant, il ne nous manque plus qu'un vrai lien avec David et la création de sa reine à bord du Covenant perdu dans la galaxie. Mais malheureusement, j'y crois de moins en moins. Bref, Alien Romulus est certes plus ou moins un énième film Alien, mais très bien exécuté. Donc clairement, on va pas se plaindre.
Avec une histoire plutôt bien ficelée et une réalisation de grande qualité, ce film était très plaisant. Même son apport au lore de la franchise, qui semble discret ou timide au début, pour ensuite complètement partir avec du très lourd et ce nouvel alien humanoïde, était plus qu'appréciable. Alors que je pensais vraiment que ce film allait tenter de limiter au maximum les apports à l'univers alien pour se contenter d'une redite du premier film. Et au contraire, j'ai été agréablement surpris de voir que Scott et Alvarez ensemble ont décidé de poursuivre l'enrichissement initié par Scott. Voilà, j'en ai fini avec cette review-analyse d'Alien Romulus. Un film que j'ai adoré, malgré certes quelques faiblesses. Aucun film n'est parfait. Mais tout de même une suite bienvenue à la saga, qui assume les liens avec les préquels de Scott, et un film que je reverrai assurément pour être sûr de n'avoir rien manqué. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez pour aider au référencement. Ça serait super, et merci d'avance. Et avant de vous laisser, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai refait quelques changements au setup. Et j'ai surtout tenu compte de vos remarques sur mon hyperactivité dans les vidéos récentes. Donc c'est le retour du fauteuil inconfortable d'Ikea, et adieu le ballon qui offre un super soutien lombaire et un confort indispensable pour bosser. Mais c'est vrai qu'entre le ballon, la fatigue de ces dernières semaines et la chaleur, je ne tenais plus en place, faisant de moi un véritable homme sur ressort. Donc voilà, j'espère que mes gesticulations auront été moins désagréables sur cette vidéo, et pour les prochaines. Encore un grand merci de m'avoir suivi, et à très vite sur Anakaland. Bye!